Bien, on va pouvoir débuter. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette conférence exceptionnelle au nom de l'Université d'Aix-Marseille. On a le plaisir de vous accueillir ici. Un moment privilégié, une parenthèse dans le quotidien. Il paraît que c'est le jour le plus morose de l'année. Vous avez peut-être vu ça aujourd'hui. Alors, c'est pas du tout morose aujourd'hui. Une parenthèse qui nous invite à rêver. Tous les adultes ont été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent, écrivait Saint-Exupéry. Comme beaucoup d'enfants, comme vous peut-être aussi, j'ai appris à lire et à rêver avec Saint-Exupéry, avec Le Petit Prince. Comme pour beaucoup d'enfants, le premier avion dans mon imaginaire était celui du Petit Prince. Et c'est d'un autre avion, celui de l'auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, que viennent nous parler les conférenciers de ce jour. Antoine de Saint-Exupéry a connu un destin tragique à quelques kilomètres d'ici, qui a contribué à former sa légende. Il y a 80 ans, il disparaissait au large de ses côtes. Pour ouvrir l'année 2025, en fait, l'IFURTA, qui est l'Institut de formation universitaire et de recherche du transport aérien, c'est la branche aérienne du pôle transport. L'IFURTA a le privilège, avec l'ONG Aviation sans frontières, de recevoir l'explorateur Luc Vandrel et le journaliste d'investigation Jacques Pradel pour parler de ce monument de l'imaginaire aérien, ce monument de la littérature, ce monument de la culture française et de la découverte de son épave au large de Marseille. L'occasion est très belle pour l'IFURTA qui forme les cadres et les dirigeants de l'aérien et de l'aéronautique, dont les étudiants et quelques prestigieux anciens aussi, que je remercie vivement, sont présents aujourd'hui. Merci également aux représentants des institutions, des aéroports Marseille-Provence, de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, Cannes-Mandelieu, de la base aérienne militaire 125 d'Istres, le hub des armées, des entreprises, Airbus Hélicoptère et d'autres de la région, j'en passe, et j'en oublie très certainement, j'en suis désolé. Nous sommes très heureux de vous accueillir au Palais du Pharo. Le Palais du Pharo, c'est le siège de l'Université d'Aix-Marseille, un lieu prestigieux qui domine toute la rade de Marseille, qui fait face au MUSEM. À tous, je vous adresse au nom de l'IFURTA tous mes voeux de belles et heureuses années nouvelles. Je me réjouis que vous ayez répondu présent en nombre à l'invitation et que nous soyons donc aujourd'hui à écouter nos deux conférenciers en présence de l'ONG Aviation sans frontières, à qui nous avons tenu à reverser tous les bénéfices de l'événement pour ces missions humanitaires. Alors voilà, je laisse la parole à Pierre Cogna pour la présentation d'ASF. Merci beaucoup, merci à tous. Bonjour à tous, merci d'être là et merci surtout à l'IFURTA de nous permettre d'être cette salle qui pour moi a un sens particulier puisque c'est dans la rade de Marseille, au large de l'île Riou, et je vous engage quand vous serez sortis du Pharo de regarder la mer. Finalement ça s'est passé très près et pour nous c'était important de pouvoir organiser cette conférence ici. Alors merci à l'IFURTA, à Nicolas Bala de nous avoir permis de le faire. Aviation sans frontières, c'est l'ONG au service des ONG pour la partie aéronautique. Et dans le public aujourd'hui, on a beaucoup de pilotes, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'aérien. Et finalement, l'histoire qui va être racontée aujourd'hui, que l'objet du livre qui est proposé, est passionnante. Nous l'avons écoutée une première fois, elle était technique. Aujourd'hui, elle sera partagée avec Luc Vandrel d'une part et avec Jacques Pradel d'autre part. Et je pense que vous allez être passionnés par ce qui va être dit. En tous les cas, ça nous fait vibrer parce que Saint-Exupéry, évidemment, pour n'importe qui est pilote, évidemment, j'ai appris à piloter comme tout le monde, ou comme beaucoup ici, mais c'est quelque chose qui reste magique et Saint-Exupéry ne peut être évidemment qu'un exemple pour nous tous. Alors, Aviation sans frontières, c'est un grand nombre d'opérations. J'en dirai que quelques mots à travers la petite, que je compléterai par quelque chose, à travers le petit film que je vais vous présenter, qui est une présentation très succincte de l'ONG. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on bénéficie du label IDEAS, qui est le label de bonne gestion, qui est délivré par l'Ordre des experts comptables à Paris. Ceci n'est pas une hélice, c'est une botte de 7 lieues. Grâce à elle, les longs jours de voyage se transforment en minutes. Ceci n'est pas une aile, c'est un flambeau, que des passionnés d'aéronautique tendent à des adolescents en décrochage scolaire. La fabrication d'un ULM les aidera peut-être, demain, à prendre leur envol.
Ceci n'est pas un train d'atterrissage, c'est un compagnon fidèle et courageux qui fait face aux pistes les plus difficiles. Il mérite qu'on lui prête attention, et nous le faisons, dans notre nouveau centre de maintenance. Ceci n'est pas un manche, c'est une manette de jeu vidéo, et plus précisément de Flight Simulator. Chacun peut financer les actions d'Aviation sans frontières en téléchargeant nos missions et se retrouver dans la peau d'un pilote de l'humanitaire. Et comme nous parlons de pilote, ceci n'en est pas un, puisqu'il est aussi diplomate, mécanicien, accompagnant, formateur. C'est une oreille toujours attentive, un sauveteur, un aventurier, et avant tout un bénévole. Et de bénévole, ceci n'en est pas une. C'est l'aide de laquelle nous sommes serviteurs. Aviation sans frontières, c'est l'ONG au service des ONG. Ceci n'est pas un avion. C'est le maillon essentiel, sans lequel toutes ces actions ne sont pas. On va très rapidement ce qu'est Aviation sans frontières. Dès qu'on voyage d'enfants, on fait voler au niveau, avec des vols découvertes des d'enfants malades, des personnes en situation de handicap. Et le prochain rendez-vous, c'est le 31 janvier où on inaugurera l'avion construit par l'école de la deuxième chance à Marseille. Et on aura en même temps la présentation du deuxième groupe de jeunes qui vont apprendre et être formés. Donc vous imaginez bien que quand on travaille avec l'école de la deuxième chance, on est bien loin des universités telles que celles qui nous reçoivent aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes jeunes que l'on rencontre. Mais par contre, il faut savoir que dans l'année 1, sur 12 jeunes, il y en a 11 qui sont rentrés en aéronautique et un rentré dans la police. Finalement, nous, notre idée, c'était de leur retrouver à prendre une nouvelle voie. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir aussi, parce que j'ai vu des personnes qui sont dans l'armée, on a signé également sur Rambérieux, j'ai eu le privilège de signer cette convention, dans le cadre du service civil volontaire, on a signé une convention avec l'armée de l'air pour la même chose, mais fait dans le cadre du service civil volontaire. Ils seront présents le 31. On a une tombola qui est en cours. Il y a un voyage au Vietnam à gagner. Donc, je vous engage pour ceux que ça intéresse, bien de la regarder. Et remercier surtout nos conférenciers, Luc et Jacques, d'être là aujourd'hui. Merci à tous et à très vite. On se retrouve tout à l'heure. Je précise. Waouh. Je précise qu'il y aura une dédicace de livres qui se fera, mais évidemment, à la fin de la conférence. Merci. Bon, bonjour, rebonjour aux uns et aux autres. Merci à l'université de nous avoir invités en compagnie d'Aviation sans frontières, puisque tous les passionnés d'aviation, et bien au-delà, savent qui était Antoine de Saint-Exupéry. Moi aussi, j'ai rêvé quand j'étais gamin. J'ai lu Vol de nuit, je crois que Luc Vanrel également. Et on va entrer maintenant dans le récit d'une histoire véritablement extraordinaire. Et égoïstement, je dirais que j'ai envie de me souvenir de ce qui s'est passé il y a pratiquement 20 ans, jour pour jour, un peu plus. C'était le 7 avril 2004, donc il y a 20 ans et quelques. Ça commence par un scoop. Bon, chasser le journalisme, il revient au galop. Le scoop est daté du 7 avril 2004, donc. C'est un communiqué du DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Et cette annonce est véritablement extraordinaire au sens propre du terme. Cette annonce, c'est qu'une pièce de Lightning P-38 repêchée à l'est de l'île de Riou, je vous lis le communiqué, vient d'être identifiée comme appartenant à l'avion de Saint-Exupéry. Donc un scoop, pourquoi ?
Parce que tout simplement, depuis beaucoup plus de 50 ans, presque 60, on a cherché l'épave de cet avion partout, sauf à Marseille. Donc c'est quand même déjà assez extraordinaire. Et le lendemain, comme je travaille à l'époque à Europe numéro 1, comme on disait à cette époque, je faisais une émission le matin de 9h à 10h30 qui s'appelait justement Découverte. Donc je me suis dit, c'est vraiment bon, voilà. Et comme je suis à la fois passionné d'aviation, mais également de plongée sous-marine, je connaissais Luc Vanrel, avec qui j'avais plongé à l'occasion dans la région de Marseille, et j'étais forcément au courant des recherches de Luc. Mais je me suis dit, j'organise une émission spéciale et je fais venir toutes les personnes grâce à qui finalement ce scoop a été possible. Alors le scoop a été repris évidemment par l'agence France Presse, par l'AFP, et le lendemain matin, le 8 avril, sur Europe numéro 1, j'ai comme invité Luc Vanrel, donc scaphandrier professionnel et archéologue, mais qui a beaucoup d'autres casquettes, parce que déjà, à l'époque, il travaillait sur la grotte Cosquer, et je crois que ça n'a jamais arrêté, finalement, ça fait 31 ans, 31. Et tu as été le directeur scientifique Le responsable scientifique le pendant responsable 20 ans. scientifique pendant 20 ans. Donc, c'est lui qui avait donc, avec l'appui cette fois d'un document officiel du DRASM, c'est lui qui était reconnu comme le premier qui avait découvert des débris d'avion par 87 mètres de fond à quelques encablures de la pointe sud-est de Rio. Autre invité de l'émission, et on va beaucoup en parler ensemble dans un petit instant, la gourmette. Donc Jean-Claude Bianco, le patron d'un chalutier de Marseille qui s'appelle l'Horizon. C'est une belle unité, 25 mètres de long, etc. Et Jean-Claude Bianco, en 1998, par jour de grand Mistral, ne pouvant pas aller pêcher au large, décide de pêcher devant Marseille, finalement, devant les Calanques. Et là, c'est son second, je crois, qui s'appelait Habib, qui voit une concrétion sur le pont. Au moment où on vide les filets sur le pont pour trier le poisson, il voit une concrétion et il a l'impression, parce qu'il y a de temps en temps un peu de soleil, que ça brille. Et il attire l'attention de Jean-Claude Bianco. Alors, il nettoie rapidement la concrétion. Et là, c'est la découverte. Je crois qu'il a été dans la situation du type qui a pris un billet de loto qui constate qu'il a gagné le gros lot. Là, Jean-Claude Bianco lit, et tous ceux qui sont à bord de son bateau lisent Antoine de Saint-Exupéry. C'est une gourmette. Et en plus, il y a les noms d'abord de sa femme, Consuelo, et puis les noms de ces deux éditeurs new-yorkais, qui sont ceux qui venaient d'éditer à l'époque Le Petit Prince. Oui, en 43, en décembre 43. Voilà, et avec l'adresse de la maison d'édition. Et donc, évidemment, je voulais faire parler à Jean-Claude Bianco de sa découverte, qui se remette un peu dans ce qui s'était passé à bord de son bateau ce jour de 1998. On avait invité également à l'émission un certain Pierre Becker. Oui. Alors là, les professionnels de la mer et des travaux sous-marins savent qui c'est. C'était le PDG à l'époque de Géocéan. Voilà. Et je crois qu'au téléphone, on avait eu Henri Germain Delauze, le patron de la COMEX, qui avait donc aidé avec Pierre Becker à la fois à sortir les débris de l'avion de l'eau et en même temps, et ça je crois que c'était le travail que Pierre Becker a effectué, de nettoyer et de sauvegarder ces débris. Voilà. Et c'est grâce à tout cela que un certain Philippe Castellano,
qui était également notre invité ce jour-là. Philippe Castellano, qui était le président, je crois, de l'association Aérorelique, recherche, localisation, identification de crash. Et il avait joué, et son association, un rôle important dans les investigations techniques et historiques, pilotées, il faut le rappeler, par Luc Vanrel, qui est quand même l'homme de la situation, le cœur de cette enquête. Il est là, à côté de moi. Et un peu plus tard, mais ça tu nous raconteras ça en détail tout à l'heure, eh bien, grâce à Aérorelique et aux gens aux bénévoles, aux nombreux bénévoles qui ont participé aux recherches, un jour, le numéro de fabrication de l'avion, le numéro de l'usine Lockheed qui avait fabriqué cet avion en 1943, est trouvé à l'intérieur d'une pièce qui a été remontée un peu avant de 87 mètres de fond, donc 4 chiffres, 2734, une lettre L pour Lockheed, et c'est une immatriculation évidemment commerciale, c'est sorti des chaînes de fabrication le numéro que donne à cet avion l'usine Lockheed. Alors ensuite, et Luc nous racontera ça plus en détail tout à l'heure, mais ça a pris du temps, il a fallu comparer ce numéro, ces 4 chiffres, avec le tableau de concordance, je crois c'est comme ça que ça s'appelle, des matricules de l'US Air Force, puisque l'avion avait été livré à l'US Air Force et qui lui a donné évidemment une immatriculation militaire 4268, numéro 223, qui est devenu ensuite l'avion piloté par Syntex et immatriculé donc en France. Ça commence par F, et ensuite F5B, je crois, et 223. Voilà, donc ça c'est le point de départ de tout ça, qui a été pour moi, et pour tous ceux qui ont participé à l'enquête, une formidable aventure. Mais il y avait plus, il y avait mieux, parce que, en fait, Luc avait trouvé l'endroit où s'était crashé l'avion de Saint-Exupéry, mais ça ne nous disait pas ce qui s'était vraiment passé. Et à la fin de l'émission, je suis un peu long, mais je m'arrête. À la fin de l'émission, comme toute fin d'émission, j'invite les invités à venir boire un pot au café à l'annexe, donc le café en face de la rue François 1er. Qui est totalement inconnu d'ailleurs. Voilà, absolument. Et là, en buvant un pot, Luc me dit « Ah, il y a un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure dans l'émission. Tu sais, en fait, quand j'ai replongé pour sortir les débris de l'avion de Syntex, maintenant on en est sûr, j'ai trouvé des débris d'avions allemands, de Messerschmitt. Et là, je lui dis, on pète un plomb, quoi, et on rêve. Et je lui dis, ben attends, tu as peut-être résolu l'énigme totale qui entoure le destin de Saint-Exupéry, c'est-à-dire que non seulement tu as trouvé l'avion, mais tu as peut-être trouvé l'avion de l'aviateur allemand qui a abattu Syntex. Bon. Et là, je vais te laisser la parole parce qu'il s'est avéré, tu sais mener des enquêtes mieux que les journalistes d'investigation, je le confirme, cet avion n'était pas l'avion du pilote qui avait abattu Syntex. Non, il était tombé à peu près 8 mois auparavant, lors du bombardement de la base sous-marine de Marseille, qui n'était pas en activité et qui n'aurait jamais pu l'être d'ailleurs pour des questions techniques. Et ça, les Alliés ne le savaient pas. Donc le 2 décembre 1943, un groupe de 250 bombardiers B-17 va attaquer cette fameuse base. Le hangar n'a même pas été ébréché, donc il existe toujours. C'est celui qui va être reconverti en data center maintenant, et qui est donc sur la partie nord du port. D'ailleurs, on retrouve souvent des bombes là. Les photos des bombardiers américains sont exceptionnellement précises, donc on pourrait voir où des bombes sont tombées, et ça éviterait que chaque fois
un engin de chantier fait un trou autour de ce hangar, ils sortent des vieilles bombes. Donc le 2 décembre 1943, les Allemands sont déjà très limités en moyens sur le quart sud-est de la France. Ça manque de munitions, ça manque d'oxygène pour les pilotes, ça manque de carburant. Et ce jour-là, un groupe de chasseurs est en vol, en formation. Et il se trouve que c'est leur premier vol officiel de pilote de chasse. Donc il y a les instructeurs, qui eux sont excessivement aguerris, sont des vieux briscards, des experten, et les stagiaires. Et l'avion que l'on va retrouver au niveau du Grand Congloué, sur les vestiges de Saint-Ex, est donc pris dans ce combat. C'est-à-dire qu'à la fois c'est son premier vol de guerre et son premier combat. Et c'est une hécatombe. Évidemment, les stagiaires se font laminer par les Lightning, donc le même type d'appareil sur lequel disparaîtra Saint-Exupéry, par les Lightning de reconnaissance, de chasse qui protègent les bombardiers. C'est une hécatombe. Beaucoup d'avions rentrent cependant sur leur base allemande, mais vraiment très très abîmés. Et certains vont être détruits, trois disparaissent, dont notre avion. Et là, surprise, bah oui, c'était pas n'importe quel pilote. Il se trouve que ce jeune pilote, tout jeune pilote, était un prince d'une grande famille d'Europe, la famille de Bentheim et Steinfurt. Peut-être bien la plus vieille famille régnante d'Europe, dont descend la branche de Suède, à peu près toutes les familles, même l'Espagne. Il était devenu pilote et il s'était engagé dans l'armée. Dans l'armée, c'est-à-dire qu'ils avaient l'âge d'être dans l'armée, voilà. donc forcément... il avait quoi, 20 ans 20 ans, ouais. Et comme c'était des aristocrates, bon, ils avaient un petit peu de liberté pour choisir, ils choisissaient la Luftwaffe parce que c'était plus simple. Donc ils étaient deux frères, deux princes, et le prince Alexis va donc mourir au même endroit que Antoine de Saint-Exupéry. Donc ça va être une très longue histoire pour remonter cette affaire, mais c'est celle qui va nous permettre d'avancer sur les circonstances de la mort d'Antoine de Saint-Exupéry, bien qu'il n'y ait pas de lien direct, puisque la mort du prince, c'est 8 mois avant Saint-Ex. Alors là, on va introduire un peu de suspense, des points de suspension. Hein. Alors je suspends. Je vous la joue en direct, et il faut que tu nous dises maintenant, qu'est-ce que, en 1998, Jean-Claude Bianco a fait de cette fameuse gourmette, et comment tu as réagi quand tu as lu dans le journal qu'on avait trouvé une gourmette qui appartenait vraisemblablement à Saint-Exupéry, à cet endroit-là, parce que toi, tu travaillais sur la grotte Cosquer et tu voyais le bateau, l'horizon, le bateau de Jean-Claude Bianco passer pour ses traits de pêche. Exactement, oui. C'est-à-dire que depuis 1994, j'interviens sur la grotte Cosquer, et de façon très discrète, c'est à la demande du ministère, pour éviter, il y a déjà eu 3 morts en 91, donc pour éviter les catastrophes, le ministère... Parce que l'entrée de la mer, l'entrée de la grotte est sous la mer. C'est surtout qu'en 98, on était engagé sur des opérations qui nécessitaient de maintenir, pour gagner du temps, la grotte ouverte. Donc on nous demandait d'être dans la plus grande discrétion lors de nos interventions. Mais je suis donc à la mer tous les matins et tous les soirs. Le reste de la journée, je suis dans le noir, je suis dans la grotte. Mais le matin, je vois ce qui se passe sur le plan d'eau. Et je remarque que Jean-Claude Bianco pêche régulièrement sur un site de vestiges d'avions que je connais, que j'ai déjà sur lequel j'ai commencé à m'intéresser en 1984 et que j'ai tenté d'identifier en 1989 sans succès, et je pensais avoir affaire à un avion allemand. Alors, l'histoire va montrer que c'était qu'à moitié faux, puisque Saint-Ex est tombé sur les vestiges d'un avion allemand. Donc il y avait un champ de vestiges aéronautiques avec mélangé des vestiges allemands et des vestiges américains. Donc l'affaire était quand même complexe.
Et donc la question qui va se poser tout de suite à moi, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les vestiges d'avion et la gourmette, sachant que j'ai vu, et que je me suis même fait la réflexion, que si Jean-Claude Bianco continue à pêcher sur ce site-là, si un jour on doit identifier cet appareil, il ne restera plus grand-chose, puisque chaque fois qu'il remonte dans le chalut des morceaux d'avion, eh bien, en général, ils sont abandonnés au port aux ferrailleurs ou rejetés plus loin en mer, loin des routes de pêche, donc très généralement en zone très profonde. Jean-Claude Bianco avait l'habitude de les jeter dans la fosse de la Cassidienne. Voilà. Mais encore faut-il, pour l'archéologue que tu es et le plongeur que tu es à l'époque, il faut plus qu'identifier les débris que tu as photographiés en 1984 pour savoir si c'est bien d'un avion américain qu'il s'agit, et surtout de quel type d'avion, parce que les avions ont tous sont sortis d'usine en série, et les séries changent. Il y a des améliorations quasiment tous les ans. Tout à fait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu identifier l'appareil allemand par les bougies et les injecteurs notamment, qui étaient changés en fonction de la disponibilité du carburant, puisque à ce moment-là, les Allemands faisaient avec ce qu'ils pouvaient avoir, et surtout ce qui arrivait dans le sud-est de la France, et donc les indices d'octane étaient variables, et en fonction de la qualité du carburant, c'était plus les mêmes bougies ni les mêmes injecteurs. Et donc c'est par des caractéristiques comme ça. C'est vraiment une enquête policière, hein, là. Mais donc une fois que ça prend du temps quand même, hein, parce que il faut quand même admettre que sur un site où l'on travaille, il s'est produit 2 crashs d'avion, et en plus pas en même temps. C'est quand même troublant. Pour l'anecdote, l'archéologie sous-marine est née à cet endroit-là. C'est l'îlot du Grand Congloué, à côté de Riou. C'est là qu'a été tourné Le Monde du Silence, en presque totalité. Et c'est là qu'est née l'archéologie sous-marine, entre 1952 et 1956, avec la fouille pionnière de Fernand Benoît, enfin, sous la direction scientifique de Fernand Benoît, avec les moyens de Jacques-Yves Cousteau et de la Calypso, qui va lancer l'archéologie sous-marine. Et ils vont travailler sur un gisement antique dont ils ne comprennent pas tout à fait la portée, puisqu'ils vont trouver de la vaisselle et des amphores gréco-italiques avec de la vaisselle romaine qui imite l'art grec, hein, de la vaisselle campanienne qui copie l'art grec. Et Fernand Benoît va à un moment donné se dire « Ah bah de toute façon, les Romains étaient tellement épris d'art grec qu'ils ont dû transporter des antiquités. » Puisqu'on a des objets qui ont 150 ans de trop par rapport au gisement. Et l'archéologie moderne va montrer que comme de l'autre côté il y a 2 avions, non, c'est 2 épaves de bateaux qui sont tombées l'une sur l'autre au même endroit. Donc c'était assez cocasse, 2 épaves de bateaux d'un côté sur l'Antiquité et de l'autre, Seconde Guerre mondiale, 2 avions l'un sur l'autre sur le même îlot. Alors qu'est-ce qui te fait avancer dans... là on est toujours... après 98, quoi, qu'est-ce qui te fait avancer et qu'est-ce qui va t'apporter la certitude qu'il s'agit bien du Lightning, peut-être de Saint-Exupéry, ce qui fait que lorsque, et on y viendra dans un instant, lorsqu'on va trouver dans les pièces sorties de l'eau les fameux 4 numéros et la lettre L, tu vas... En fait, pour toi, ça va être une confirmation. Ça n'est qu'une nouvelle identification. Puisque, tout simplement, on a un gros avantage sur les pertes américaines, c'est qu'elles sont très bien documentées. Puisqu'il n'y a pas eu de destruction d'archives, il n'y a pas eu de repli catastrophique. Donc, on a toute la documentation qui correspond. Donc, le seul avion perdu sur la Méditerranée d'une nouvelle génération de Lightning, parce que l'appareil a gardé toujours la même silhouette, hein, ces fameux appareils que les Allemands appelaient le diable à 2 queues ou le diable à queue fourchue, parce qu'il a 2 poutres de queue. Cet avion ne va pas arrêter d'évoluer. Il garde toujours la même silhouette, mais les moteurs changent, etc. Et à un moment donné, on change vraiment de génération. Je m'en suis rendu compte tout simplement parce que la documentation est refaite
d'habitude, on fait des ajouts en fonction de certaines nouveautés. Et là, la documentation est complètement restructurée. Les moteurs sont totalement différents, sont plus gros, plus puissants, sont 100 chevaux de plus, sont plus lourds, 100 kg de plus. Un turbocompresseur plus gros, un train d'atterrissage qui a dû être renforcé à cause du nouveau poids des moteurs. Donc des améliorations de tous les côtés. Ça, tu Et le le sais seul, grâce à des pilotes américains, en fait. oui, oui, oui. Ouais. Et le seul avion de cette nouvelle génération qui est manquant à l'appel et le seul qui est perdu sur la Méditerranée, c'est celui sur lequel volait Antoine de Saint-Exupéry. Donc là, je me dis que le plus simple pour identifier à vue, puisqu'à ce moment-là, l'autorisation de fouille n'est pas délivrée. D'ailleurs, elle ne le sera vraiment jamais. Il y aura une autorisation de prélèvement seulement. Je ne peux que, en gros, regarder, photographier, mesurer. Mais je ne peux pas déplacer des pièces pour ça. Sachant que moi, à ce moment-là, je suis, parmi tout ce que je fais, c'est vrai, je travaille pour la grotte Costière, pour le DRASM, donc pour l'archéologie sous-marine. Donc je suis directement dans le service qui est concerné. Donc tu ne peux pas te permettre Non, d'oublier je ne peux la pas loi. dire Quoi. que je ne Voilà. connais pas la loi, Ouais. et de toute façon, par principe, quand on travaille sur le patrimoine, on sait ce qui est interdit de faire. Ouais. Donc, je vais tenter d'identifier un type d'appareil. Vous voyez là sur les schémas que sur l'ancienne génération, la poutre supérieure de l'atterrisseur principal était tubulaire et creuse en acier. Et sur la nouvelle génération, elle est en alliage de magnésium forgé et de section carrée et pleine, bien sûr. On voit bien qu'on a le nouveau train d'atterrissage. Cette pièce qui est dans ma main là sur la photo ne peut être que sur les nouvelles générations. Sur les anciens appareils, l'arrivée d'air à la turbine froide du turbocompresseur se fait par un coude à 90 degrés, tout simple, comme un bête tuyau de poêle, sans réglage, sans rien du tout. Sur la nouvelle génération, il y a tout un système de clapets, de volets clapés, qui permettent de gérer la pression du turbo à l'arrêt, suivant la vitesse, etc. Et cette pièce, donc, ne pouvait pas être sur un autre appareil. Et donc, c'est bien celle-là. Donc, c'est comme ça qu'en mai 2000, je vais déclarer 2 épaves d'avion, celle du Messerschmitt qui, à ce moment-là, est toujours non identifiée, et celle du Lightning qui, par déduction technologique, est identifiée comme celle de Saint-Exupéry. Voilà. Alors, maintenant, là, vous en savez déjà beaucoup plus, c'est absolument passionnant, mais il faut peut-être revenir au 31 juillet 1944, sur le terrain de Borgo, en Corse, où l'escadrille de Saint-Exupéry, qui était basée avant En Sardaigne, en Sardaigne, va venir. En fait, il va passer moins de 2 semaines à peu près en Corse avec son avion, avec son escadrille. Et ce matin-là, il vole, et on ne l'a pas dit. En fait, bon, tous les détails sont évidemment dans le livre, les détails historiques, mais Saint-Exupéry ne pilote pas un avion armé. C'est-à-dire que le Lightning P-38 qu'il utilise, on a remplacé les armes, les mitrailleuses, enfin je ne sais quoi, par des objectifs photo et par des objectifs de caméra. Il fait de la reconnaissance aérienne. Et on est le 31 juillet 1944. Le 15 août, il y aura le débarquement de Provence. Et sa mission ce matin-là, comme les autres missions qu'il a effectuées depuis qu'il est en Corse d'ailleurs, c'est pour faire de la cartographie en vue du débarquement en Provence. Absolument. Oui, oui, ce sont des missions de renseignement excessivement importantes. Et donc, Saint-Exupéry décolle à 8h45 de Borgo, donc près de Bastia, et pour une mission sur la Savoie et la Haute-Vallée du Rhône. Je dois avoir une
carte. Oui, il doit Voilà. passer du côté d'Annecy, le lac d'Annecy, je crois, Exactement. et rentrer par la Provence. Et rentrer. Alors, ça a été, c'est resté très longtemps mystérieux, puisque on n'a pas son plan de vol. Euh, donc, est-ce qu'il a existé? Parce que c'était un petit peu romantique, les Français en Corse, d'après ce que m'ont dit les collègues américains. Donc, c'est pas sûr qu'il y ait même eu un plan de vol écrit. C'était peut-être simplement sur un tableau avec c'était des missions qui étaient assez répétitives parce que c'était souvent les mêmes sites qui étaient surveillés. Donc voilà, et Saint-Exupéry était le spécialiste de ce coin-là parce que c'était un Provençal qui connaissait parfaitement les montagnes, les collines, qui savait se repérer, qui pouvait savoir se cacher. Donc beaucoup de questions se posaient sur le fait que entre Borgo et Grenoble, la route directe passe un tout petit peu à l'est de Nice et que Marseille est en gros à 250 km à l'ouest, quoi. Donc pourquoi cet écart? Eh bien, il y a un document qui cite une partie de son plan de vol, qui est un document rédigé par la Croix-Rouge à la destination des préfectures de France, de toutes les préfectures de France, pour la recherche de 3 aviateurs français perdus. Henri Rey, que l'on retrouvera pendant les recherches Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry et un dont j'ai oublié le nom qui a été abattu au large de Fos. Un chalutier remontera son épave d'ailleurs et lui a été fait prisonnier par les Allemands parce qu'il a réussi à rejoindre la côte. Il a été blessé par une mine. La résistance a tenté de le récupérer, mais les Allemands l'ont récupéré les premiers. Et il a donc fini la guerre comme prisonnier. Et il faut dire que l'autonomie de l'avion de Énorme, Saint-Exupéry, c'est 6 heures. à la fois elle est énorme, il décolle, tu l'as dit, vers 8h45, 45, voilà, entre 25 et 45. Bref, personne ne s'inquiétera s'il se repose avant midi. Voilà. Or, à midi, il n'est pas de retour. Alors, on attend, et c'est le chef de l'escadrille, le général... Gavoil. Il n'est pas général non, à ce l'époque. moment-là, il est commandant. Le futur général Gavoil, qui va, la mort dans l'âme, vers 13h30, considérer que Antoine de Saint-Exupéry est perdu en mission et qu'il ne rentrera pas. Alors curieusement, les Français vont être prévenus par un officier de renseignement américain qui vient les prévenir de ne plus attendre parce qu'ils ont capté le message d'un chasseur allemand qui annonçait une victoire sur un avion, sur un Lightning de reconnaissance, abattu en flammes sur la mer. On n'a plus de traces de cette transmission. Qui, curieusement... Mais tu en as retrouvé la trace? Alors, tout simplement parce que le mécanicien qui s'occupait des appareils photo dans le groupe de reconnaissance français l'avait noté sur son agenda personnel qui, lui, a survécu à la guerre. Voilà. Donc, on a quelques... Quand je parlais de thriller tout à l'heure, on est dedans, hein. Ça peut pas être mieux quand même. Ouais. Alors, donc, en fait... Donc, excuse-moi, le document de la Croix-Rouge annonçait son retour par les Bouches-du-Rhône. Donc, c'était quelque chose qui était prévu. D'accord. Donc, alors, le mystère demeure, évidemment. Alors, tu me corriges si je t'emmène sur des chemins que tu ne veux pas emprunter. La disparition de Saint-Exupéry va être le mystère, avec un M majuscule, un des grands mystères de la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des rumeurs qui courent. Il s'est suicidé parce qu'on a retrouvé dans la maison qu'il habitait, parce qu'il ne couchait pas tous les soirs à la base militaire. Hein. Il avait loué une chambre chez l'habitant, etc. Bon. On a retrouvé dans des papiers personnels plusieurs lettres qui peuvent laisser penser que c'est quelqu'un qui était persuadé qu'il allait mourir pendant la guerre. Hein, il y a cette phrase... avec Gavoil, si je meurs,
Ah oui, oui. J'étais fait pour être jardinier. Voilà, Enfin, si je bon, suis voilà. descendu, je ne regretterai rien. Ouais. Alors, Moi, j'étais fait. voilà. Il y a des gens donc, qui se basent sur cette découverte de courrier qui existe pour dire il s'est suicidé. Les mauvaises langues, et là je pense qu'on ne peut pas trop s'étendre, mais parce que c'est un autre chapitre, c'est le chapitre de Saint-Exupéry et la politique. Et la politique, ouais. Il ne faut pas oublier que, certes, il a été pilote de guerre en 40, mais qu'après, il est parti aux États-Unis. C'est là qu'il a écrit Le Petit Prince. Et aux États-Unis, il y a les tenants, on va dire, du maréchal Pétain, de la France de Pétain, et les tenants du général de Gaulle, depuis le fameux 18 juin. Et il se trouve que, si tu me passes l'expression, Syntex n'était pas fanat du général de Gaulle. Il voyait en lui, il s'en était exprimé d'ailleurs dans des articles, dans des interviews dans la presse américaine, il le voyait comme un peu un apprenti dictateur. Bon. En gros, ni pétainiste ni gaulliste. Voilà. Alors, et effectivement, tu as raison, il n'était pas non plus pour la France du maréchal Pétain. Non, qui a par contre a essayé de l'associer sans le lui dire. Oui, sans le lui dire. Sans le lui dire, et il a fait des réponses cinglantes. Donc, comme on parle des rumeurs qui ont suivi la disparition, il y a eu ces rumeurs qui ont été véhiculées notamment dans les milieux gaullistes en disant « Ah, mais il a dû se poser peut-être en Suisse, et puis il doit être à Vichy, etc. etc. » Bon. Quand je parle de mauvaise langue, c'est vraiment de la mauvaise langue. Bon. Ça, c'était une autre hypothèse. Et puis, il y avait l'hypothèse de la panne, parce que ces avions tombaient parfois en panne, et quand on revoit les dernières missions de Saint-Exupéry, il y a une panne d'oxygène qui a failli être incendie panne moteur, etc. Bon. Perte de capotage. Donc voilà. Donc est-ce que l'avion ne s'est pas crashé parce qu'il était en panne, panne X? Sauf le 223 qui était une nouvelle génération beaucoup plus fiable et qui était tout neuf. Oui, voilà. Donc celui-là, il était relativement. Donc, voilà. Le dernier était par contre très fiable. Bon, et puis le dernier, c'était, il est mort simplement en combat aérien, alors que les avions d'observation, encore une fois, n'étaient pas armés, mais ça n'empêchait pas la Luftwaffe de les descendre, les avions d'observation. Voilà où on en était, quoi, en fait. Après, on peut revenir sur le déroulé de sa mission, en gros. Donc à 8h45, l'école de Borgo. Ça, on a remonté un petit peu toutes les traces qui étaient possibles de retrouver sur son vol. À 9h05, le radar américain qui est basé au Cap Corse annonce son franchissement de la côte vers Hyères, ce qui va surprendre les Américains parce que ça fait un gros écart à l'ouest, et qui va surtout énerver les Allemands parce que Hyères, il y a notamment une partie de l'état-major de la Luftwaffe locale, il y a de la marine, et c'est à côté de Toulon, port militaire on ne peut plus protégé. Donc, ce qui fait que les Allemands vont tout de suite s'intéresser à cet avion de reconnaissance qui s'est décalé vers Hyères. À 9h45, ils déclenchent l'alerte aérienne sur Grenoble et les autorités avaient prévenu la population que lorsque les alarmes sonneraient, le danger serait au-dessus de la ville parce qu'ils ne pouvaient pas être prévenus en avance par les postes plus au sud, tout simplement parce qu'ils venaient d'être détruits par des chasseurs américains et par des actions de la résistance. À 10h, le radar allemand de Chazelles-sur-Lyon met la Luftwaffe de Lyon-Bron et d'Aix-les-Milles en alerte parce qu'un appareil isolé effectue des va-et-vient entre Annecy et Grenoble, qui vire plein sud et disparaît vers Draguignan, le dernier contact visuel annoncé par les Allemands, et vers Castellane. Alors là, nous, on commence déjà à se dire que Lyon-Bron, vu que l'appareil se dirigeait vers la côte et que les Allemands n'avaient plus de moyens, ils n'envoyaient plus un groupe de chasse à la poursuite des cibles, mais un seul intercepteur par économie, à essayer de couper la route de l'avion, de l'intercepter en tirant au plus droit.
Donc on se dit que ce n'est pas de Lyon qu'il est parti, mais d'Aix-les-Mines. Donc c'est certainement, s'il a été abattu, c'est par un chasseur qui dépend d'Aix-les-Mines. Ça, c'est l'état du dossier. Exactement. Alors, maintenant, on va parler d'une autre partie de l'enquête qui était de répondre à la question que je posais tout à l'heure. Certes, c'est son avion qu'on a trouvé au pied, si j'ose dire, de l'île de Riou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, donc il y a l'idée, alors là, je suis rentré avec toi en contact après cette fameuse confidence de 2004. Ouais. Il me dit carrément, ben, joins-toi à nous, comme ça tu... Et c'est ce qui m'a donné le privilège d'être un peu l'écrivain public et de suivre pas à pas les progrès de l'enquête. Oui, si ce n'est que Jacques est quand même modeste parce qu'il s'est quand même aussi occupé, même si ça a été moins... comment dire, impressionnant en termes de résultats, mais c'était quand même important. Il s'est occupé de toute la documentation disponible en Corse qu'il a pu retrouver. Oui, dont notamment... Et les témoignages. Oui, un témoignage extraordinaire. Il faut que je la cite quand même. Yvette Moiron, que j'ai rencontrée, parce que je voulais savoir un peu... Parce qu'il y avait des gens... Il y avait quand même une raison pour laquelle je voulais trouver... C'était pas une raison pour faire du spectacle. La dernière soirée de Saint-Exupéry avec une jeune fille corse, etc. Oui, c'était ça. Ouais. Mais la question qui se posait, c'est que, en fait, il ne couchait pas toutes les nuits à la base. Quelquefois, il disparaissait. Il faut dire aussi qu'il aimait beaucoup les rencontres inopinées avec un certain nombre de jeunes filles. Il faisait, pour se rendre un peu intéressant, il faisait des tours de cartes, il faisait du close-up, donc qui lui ont permis, les tours de cartes, de séduire un certain nombre de jeunes filles. Ouais, il était très intéressant. Mais enfin, c'était pas dans l'optique nous deux que je faisais l'interview. Mais parce que, et j'y viens, parce qu'un certain nombre de gens ont dit, oui, mais ce type qui a décollé à 8h45 de Borgo, il était peut-être complètement crevé, il n'avait pas dormi, il avait peut-être bu des coups, parce qu'il y allait aussi de temps en temps, Saint-Ex, c'est la vérité historique. Donc, on se demandait si l'accident n'était pas dû tout simplement à un malaise du pilote. Tout ça, on reste dans la logique. Et donc, pour terminer l'anecdote, je me renseigne, je localise une maison dont je rencontre le fils de la propriétaire décédée, etc., qui me confirme que Saint-Exupéry louait une chambre à sa maman. Et je tombe sur Yvette Moiron, qui avait, à l'époque où je l'ai interviewée, facilement 70 balais, et qui me reçoit dans son appartement à Bastia, mais en présence de sa fille. Et donc, jamais elle n'a voulu trop donner de détails sur la dernière soirée de Saint-Ex, mais elle a confirmé qu'elle avait passé cette soirée sur une plage du Cap Corse, enfin près de la ville de Saint-Florent, que d'abord il y avait d'autres jeunes qui étaient là, qui avaient une petite fiesta sur la plage, et qu'il y avait d'autres militaires américains qui étaient là, et que, en fait, vers minuit, Saint-Exupéry avait disparu. Mais donc ça confortait l'idée que cet homme avait pu avoir peut-être tout à fait. D'ailleurs, un malaise. Bon. D'ailleurs, son chef d'escadrille Gavoil, a confirmé. non, mais l'avait fait remplacer. Oui, parce qu'il était en retard ce matin-là. Non, mais c'est-à-dire qu'à minuit, il est passé devant sa chambre et il a vu que Enfin, je crois, moi, avoir lu, mais c'est de la lecture, que, en fait, pour décoller à 8h30, il fallait qu'il soit à la base au moins à 7h, et qu'à 7h, n'étant pas là, Gavoil l'avait fait remplacer par un pilote en alerte pour ce genre de choses, et que Saint-Exupéry était arrivé et avait refusé d'être remplacé, et il avait dit mais non, tout va bien, et voilà. Et il était monté, il avait décollé. Mais alors, il était remplacé ce jour-là, normalement. Théoriquement. Alors, maintenant, je t'amène, tu as compris que je t'amène sur l'enquête allemande. Oui. C'est pas l'enquête corse, c'est l'enquête allemande. Alors, l'enquête allemande... L'idée, c'était de
que s'il y avait un aviateur qui avait décollé d'Aix-les-Milles pour faire cette interception éventuelle, il faudrait essayer de le retrouver. Alors, question, évidemment, la question est logique, mais la réponse est très compliquée. Oui. Y a-t-il encore des survivants qui étaient dans la Luftwaffe, dans une escadrille de la Luftwaffe, sur le terrain d'Aix-les-Milles, le 31 juillet 1944 1944. Alors dans les recherches, on va commencer par s'intéresser assez classiquement au patron, au commandant du groupe de chasse de sang, donc, qui gérait le quart sud-est de la France pour la Luftwaffe. Et c'était donc le commandant Hubert Krogh, qui est décédé quand on arrive chez lui. Mais comme il se trouve qu'on a élucidé l'enquête sur le pilote allemand, on a retrouvé le prince, on a le soutien de son frère, le prince Christian, qui lui a survécu à la guerre. Et donc on est très très bien accueillis par la famille d'Hubert Krogh, qui nous permet de chercher dans ce qui reste de ses affaires et de ses documents. Et on va retrouver une lettre qui stipule en gros, c'est une lettre d'un historien et d'un résistant français qui était agent double dans la station allemande, qui a vu arriver Syntex, qui a mis les groupes en alerte, dans laquelle il dit mon commandant, nous savons que le 31 juillet 1944, vous avez abattu un Lightning P-38 en fin de matinée. Nous avons tout lieu de penser qu'il s'agit de l'avion qui était piloté par le célèbre écrivain pilote Antoine de Saint-Exupéry. Nous aimerions avoir les circonstances du combat et si possible votre rapport de combat. Donc c'est excessivement intéressant puisque ces gens-là ont commencé les recherches dès 1945, qu'ils étaient eux-mêmes dans l'action. Un résistant français mais qui était en STO dans la station radar, plus un ancien pilote qui maintenant est historien et essaye de remonter l'histoire de tous les pilotes qui ont disparu. On se dit, on est proche, et donc c'est Aix-les-Milles, Hubert Krogh le commandant, ils l'ont trouvé, ça chauffe, et on se dit, mais qu'est-ce qu'a répondu Hubert Krogh? Alors on va dans la famille de Clément Ferrer, le résistant français, et alors là, pareil, la famille est très sympathique, hein, c'est ce que j'avais appelé l'archéologie des greniers lors d'un colloque, c'est resté toujours. On va retrouver dans le grenier, justement, la réponse d'Hubert Krogh qui dit en gros, sur une simple carte postale, cher monsieur Ferrer, je n'ai abattu aucun Lightning le 31 juillet 1944, mais si vous retrouviez le journal de marche et d'opération du groupe de chasse de sang, vous auriez la réponse à votre question. Ce qui nous semble être la confirmation qu'un intercepteur du groupe de chasse de sang a bien abattu Syntex, mais que ce n'est pas le commandant. Alors, y a-t-il un survivant comment ça s'appelle? J'ai oublié. Du groupe de chasse de sang. Groupe 200, ouais. Voilà. Et là intervient un monsieur dont il faut citer le nom, parce qu'il n'était pas dans notre émission. Oui. C'est von Gartzen. Lino, oui. Lino von Gartzen, qui a été très important parce que d'abord il est allemand, il parle allemand, évidemment. C'est sa langue maternelle. Donc c'est un collègue archéologue bavarois. Et il a accepté de mener la suite de l'enquête en Allemagne. Oui. Et donc on se met sur la piste de ce fameux journal de marche et d'opération du groupe, donc des archives du groupe, et on ira jusqu'à un témoin de leur destruction. Donc on sait qu'elles n'existent plus et que la réponse a brûlé. Donc c'est assez triste parce que ça s'est passé après la guerre, dans les années noires de l'après-guerre allemande, où les Allemands, les imprimeurs devaient donner du papier usagé aux autorités d'occupation pour avoir du papier neuf pour pouvoir imprimer. Et l'imprimeur a donné les archives du groupe de chasse de sang qui était dans la base de la Luftwaffe à côté de chez lui, où ils avaient attendu d'être faits prisonniers par les Américains et surtout pas par les Russes, et ils ont abandonné ces archives. Et lui, il va prendre ces vieux documents pour les remettre aux Alliés pour pouvoir imprimer, pour avoir du papier neuf. Donc on sait que ça a été détruit, sauf le livre de vol
le carnet de vol du prince Christian. Donc cette boucle-là, ce fameux pilote qui est mort 8 mois avant, ben, si on ne s'occupe pas de son affaire, on n'a pas le soutien de son frère, les vétérans ne nous parlent jamais, et on ne sait pas ce qui est devenu, ce que sont devenus les archives du groupe. Donc à ce moment-là, ben, courageusement avec Lino, je demande à Lino de mettre au point une liste de tous les gens qui auraient pu avoir une information sur ce qui s'est passé le 31 juillet sur la base, donc au niveau de la Luftwaffe, mais aussi des administrations périphériques, civiles ou militaires. Et on fait une liste de 1200 noms de familles, de laquelle on extrait tous les noms qui ont plus de 300 occurrences dans les bottins germaniques, parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais, on va commencer déjà avec cette règle-là. Vous imaginez que c'est donc pas 1200 appels téléphoniques, hein. On parle de noms de famille. Donc c'est vraiment énorme. Et Lino avance, jusqu'à un pilote qui, lui, on le savait, était sur la base d'Aix-les-Milles le 31 juillet 1944, parce qu'il avait été blessé le 30 et qu'il était cantonné à l'infirmerie, parce qu'il était couché, et qui dit à Lino, écoutez, moi j'ai une très mauvaise mémoire, je ne me rappelle plus vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, mais allez voir mon ami Horst Rippert, qui sait très bien, qui a une très très bonne mémoire de ce jour-là en particulier, il sait très bien ce qui s'est passé, laissez-moi le prévenir, appelez-le que demain matin. Alors, je voudrais juste introduire là une information, c'est qu'il ne faut pas oublier que là, on est plutôt dans l'année 2006, que évidemment l'exhumation des débris de l'avion identifié comme ceux de Syntex, c'est de 2003, qu'il y a eu des émissions de radio et de télévision et des articles dans la presse internationale, c'est-à-dire que tout le monde a su, sur l'ensemble de la planète, on peut dire, mais au Japon, en Chine, en Russie, aux États-Unis, bien entendu, et en Allemagne, tout le monde savait qu'on avait trouvé les débris de l'avion de Syntex devant Marseille. Donc ça, c'est très important parce que Lino von Gartzen va appeler, puisqu'on lui a donné le numéro de téléphone, Horst Rippert. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, on avait convenu déjà d'un petit scénario avec Lino depuis un moment. Je lui avais demandé de ne plus parler directement des recherches Saint-Exupéry. Parce qu'on comprenait bien que beaucoup de vétérans se fermaient totalement dès qu'on parlait de ça. Donc je me demandais, je disais, mais effectivement, Saint-Exupéry est un héros tellement universel, qui était apprécié en Allemagne, qui n'a jamais été censuré en Allemagne, contrairement à il a été censuré par la France de Vichy, mais pas en Allemagne. Il était probable que peut-être personne n'avait envie de parler de cette affaire et que de toute façon, même les services de propagande du Reich n'auraient pas pu tirer gloire d'avoir abattu Saint-Exupéry. Donc c'était plutôt un problème à cacher sous le tapis, quoi, hein. Et donc personne n'avait dû vouloir s'exprimer sur cette question-là. Et donc quand Lino appelle Horst Rippert, il lui parle des recherches sur l'avion allemand qui est tombé là où est l'appareil d'Antoine de Saint-Exupéry. Et là, M. Horst Rippert lui dit, vous pouvez arrêter de chercher, c'est moi qui ai abattu un Lightning entre Toulon et Marseille le 31 juillet 1944 en fin de matinée. J'espérais toute ma vie que ce ne soit pas Antoine de Saint-Exupéry, mais maintenant que j'ai appris où était l'épave de l'avion, ben, j'ai plus de doute, malheureusement, c'est ma responsabilité. Alors, il faut savoir, dans un instant, on va passer un document qui est très important parce que ce que tu viens de dire, il l'a raconté dans le détail. Sous le sceau de la confidence et à l'époque, oui. En nous demandant de ne pas transmettre ce témoignage de son vivant. Donc on est en 2006. Oui. Et puis après, il y a... Il faut 2 ans pour qu'on arrive à le décider, un témoignage public. Et en fait, on n'a pas dit une chose, c'est que en cherchant à reconstituer un peu, on va dire, la carrière de Horst Rippert, aviateur allemand de la Luftwaffe, on va apprendre beaucoup de choses. On va apprendre d'abord que, à l'origine, c'était un pilote d'acrobatie aérienne dans les années très jeune pilote, il a commencé 30, très tôt, bon, et qu'il était devenu pilote
parce qu'il avait lu Vol de nuit. Donc, Ouais. il avait, en quelque C'était sorte, un admirateur de ce Saint-Exupéry. jour-là, il avait abattu son idole. Du Saint-Exupéry. Voilà, c'est quand même extraordinaire, puis ça ne s'invente pas. Je veux dire que, mais on est dans le roman feuilleton, quoi. Bon. Et en même temps, je balaye un certain nombre d'autres informations. On apprend, et il va le confirmer dans les entretiens, qu'il a vécu toute la guerre, toute la fin de la guerre, avec ce poids, j'ai peut-être tué Saint-Exupéry. Et il termine, de mémoire, il termine sa carrière plus ou moins dans la défense de Berlin en Oui. février-mars 1945. Ouais. Et quand il est démobilisé, puisqu'il se sort vivant de la guerre, Ce qui est un exploit, hein. Il y a 2% des pilotes Ouais. de la Luftwaffe, des pilotes de chasse, hein. Ouais. Seulement les pilotes de chasse de la Il- Luftwaffe qui ont survécu à la guerre. il décide de ne plus jamais toucher les commandes d'un avion. Alors que la plupart des aviateurs allemands de la guerre, ceux qui l'ont fait ou ceux qui étaient pilotes pour l'armée, Oui, mais je connais un autre pilote qui aussi a fait un petit peu comme lui, et un petit peu la même carrière que lui, là. ah ouais. Oui, qui est à côté de moi, là. Bon. Donc vous allez comprendre le nouveau métier de Horst Lippert. Oui, alors voilà. Donc, alors que les autres décident de se reconvertir dans l'aviation civile, ils deviennent pilotes de ligne, Ouais. ils passent leur brevet, bon, etc. Mais pas lui. Lui, en fait, il est passionné de sport depuis toujours et il va devenir journaliste. Il va se faire engager d'abord par une première petite Ouais. chaîne locale de télé et il va être engagé au service des sports de Il la va créer le service des Süddeutsche sports de la Rundfunk. ZDF. Ouais. Voilà, la SDF, Deuxième chaîne de chaîne télévision, allemande, et où il va d'ailleurs par la suite, dans les années qui suivent, suivre je ne sais plus combien de Jeux Olympiques, faire des reportages, Ouais. voilà. Mais plus jamais il ne pilote un avion. Voilà, donc ça c'est pas un détail, quoi. C'est Non. vraiment important. Et à partir de là, Lino lui demande, et puis Luc, enfin, on lui demande des détails sur le 31 juillet. Qu'est-ce qu'il a fait le 31 juillet 44? Pourquoi, Alors déjà, pourquoi s'en souviennent-ils? pourquoi s'en souvient-il? Alors ça, malheureusement, on ne le comprend pas tout de suite. Parce que à cette question, il répond, vous connaissez mon frère? Ah oui, on avait découvert que son frère avait été très connu, puisque c'était Hans Rolf Rippert, son frère. Yvan Rebroff. De son nom de scène, Yvan Rebroff. Voilà. Et, Et on n'a pas dit non plus une chose, Ouais. excuse-moi, ça me revient à cause de ce que tu viens de dire, c'est que dans les conversations avec Horst Rippert, on a découvert que quand on lui demandait mais pourquoi, parce que il a été passé à la question, hein, si j'ose dire. Combien de victoires vous avez eu? Parce qu'il est répertorié officiellement par les archives de l'armée allemande. Il a 28 victoires. 28 victoires reconnues. reconstitué et retrouvé par des historiens, hein, Voilà, parce que exactement. la documentation a disparu. 28 victoires. D'après lui, c'est beaucoup plus, surtout oui. en 45. Voilà. Et surtout qu'on va découvrir que toutes ces victoires n'ont pas été vraiment validées Ah, il a eu beaucoup de mal, oui. par l'administration Ouais, beaucoup de mal avec de la l'administration. Luftwaffe. Ouais. Parce que quand un pilote abattait un avion au cours de combat, il faisait son rapport, il donnait son rapport à son chef d'escadrille, et ensuite c'était un administratif de la Luftwaffe qui contrôle, un contrôleur, une sorte de contrôleur, qui devait analyser les conditions du combat. Et en ce qui concerne Horst Rippert, je ne veux pas qu'on s'étende trop longtemps là-dessus, mais il a donné lui-même l'exemple d'un combat où il avait abattu un bombardier, je crois d'ailleurs dans la région de Marseille. Non, sur Cannes. Non, sur Cannes, voilà. Cannes. Et qu'il avait dans son rapport dit, ben voilà, l'avion a piqué, et il a touché la mer, il a explosé, et il a pris feu. Et le contrôleur a refusé d'enregistrer sa victoire, sous prétexte, écrit noir sur blanc et cité par Horst Rippert,
que l'essence ne brûle Un pas. avion ne peut pas brûler sur la sur mer, l'eau, d'après voilà. l'administratif. Un avion ne Oui. peut pas brûler. Bon, sur il y avait l'eau. aussi tous les moyens de voilà. Le problème, c'est que M. Rippert n'avait pas son certificat de bonne arianité. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était assez mal vu par, je dirais, les administratifs très nazis, parce que... Il ne pouvait pas prouver qu'il avait déjà, il est d'une famille d'artistes, de musiciens. deux grands-parents depuis non des siècles. juifs. Voilà. Voilà. Et son père, au moment de la République, a changé leur nom de von Rippert, puisqu'ils étaient des petits barons, pas barons, marquis, oui, barons. Et donc, déjà, ça le faisait passer pour un gauchiste. Donc, le fait d'enlever sa particule, c'était quand même quelque chose qui avait posé un problème. Son père était catholique, la branche du côté de son père était catholique. Par contre, du côté de sa mère, c'était un gros souci, parce que elle était russe, et a priori, elle était juive. Et ils avaient fui, c'est une partie de la famille qui avait vraisemblablement fui la Russie et fui donc les pogroms avant de s'installer. Et Rippert est né en Allemagne, son frère Ivan Rebrov est né en Allemagne, etc. Et ils se sont après illustrés beaucoup. Ils Exactement. ont fait des D'ailleurs, études. Ivan Rebrov était bien allemand, Oui. alors qu'il se faisait passer pour un chanteur de l'armée russe. Ouais, voilà. Il était bien allemand. Donc il y a tout ça. Pardon, je termine. Cette histoire, c'est que peu de temps, malheureusement, quand l'affaire, on va sortir l'affaire avec le livre que vous avez vu, en 2008, juste quelques jours avant, Ivan Rebrov décède. Avant la sortie du livre. Et là, on apprend qu'Ivan Rebrov était né le 31 juillet de je ne sais plus quelle année. Et d'un coup, on se dit « Ah, mais c'est ça que voulait dire M. Rippert ». Donc le jour de l'anniversaire de son frère, quand on lui posait la il a question « abattu Pourquoi vous sa vous rappelez tête de Voilà. cette journée du 31 juillet voilà. ?» il dit « Vous connaissez mon frère ». Ce qu'il ne nous a pas dit, c'est parce que nous, on ne connaissait pas suffisamment son frère, c'est que c'était le jour de l'anniversaire de son frère. Ouais, c'est pour ça absolument. qu'il se rappelait de ce jour-là Ouais. particulièrement. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Horst Rippert le 31 juillet 1944 ? On peut lui donner la parole ? Oui, oui. Donc là, c'est une interview qui a été faite chez lui, et puis avec une partie faite avec des reconstitutions, des moyens de reconstitution. Donc vous allez entendre parler de M. Horst Rippert. Dieser Mann heißt Horst Rippert, Mitglied der Jagdgruppe 200, stationiert im Fliegerhaus Marignane bei Marseille. Am 31. Juli 1944 bekommt er den Auftrag, eine feindliche Maschine aufzuspüren. Es ist später Vormittag. Rippert macht sich auf zu seiner Messerschmitt 109. Ich bin gestartet und hatte einfach den Auftrag, eine Aufklärung zu fliegen am Mittelmeerraum, Marseille, Toulon. Gegen 11:40 Uhr sichtet Rippert eine feindliche Aufklärungsmaschine in 2000 Meter Höhe. Dann sah ich auf einmal diese Lightning, Doppelrunddings, und dachte, na, was will der Kerl hier so mittendrin, Kampfgetümmel, das gehört mir doch. Und dann habe ich den einmal im Bogen fliegen lassen und habe dann auch eine Kurve geflogen und dachte, naja, verdammt, der sicher ist weg. On lance les questions de Thierry. On est pas mal. Oui, il faut parler des expertises qui ont été faites et qui confirment, tu vois, l'expertise informatique, l'expertise des pièces qui ont montré que, voilà, et le fait qu'il volait à 2000 mètres d'altitude et que le moteur a été froid. Quoi. Je crois, hein. Ça va ? Comme ça, ça va ?
je vais trouver. Senkrecht runter. Et le témoignage, il me donnera le témoignage. Oui. Kurz nach 12 ist Rippert zurück am Stützpunkt. Den Abschuss hat er zuvor Ouais, c'est bien, gemerkt. on prend un petit quart d'heure et après on répond aux questions. Wenn ich jemanden abgeschossen habe, dann muss ich sofort durch Funk. Je trouve que c'était bien vivant. Wenige Tage danach wird Rippert vom Verschwinden Saint-Exupérys. Ein alliierter Sender setzt eine unverschlüsselte Nachricht ab. Un bien triste événement vient d'être rapporté par la première escadrille du groupe 233. Le commandant Saint-Exupéry n'est pas rentré de sa mission sur la Savoie le 31 Von da an quält Rippert der Gedanke, dass er es war, der Saint-Exupéry vom Himmel geholt haben könnte. Doch eine Abschussbestätigung ist nie erfolgt. So wie die Ereignisse von Horst Rippert geschildert werden, wäre eine offizielle Abschussanerkennung allein aus bürokratischen Gründen hätte die nie erfolgen können. Er war nach seinen Aussagen allein unterwegs und das Wrack ist ins Meer gestürzt. Das heißt, die zwei wichtigen Voraussetzungen, die man eben für so eine offizielle Abschussanerkennung braucht, waren nicht erfüllbar. Kein Wrack, keine Zeugen. Jahrzehntelang trägt Horst Rippert nur den Verdacht mit sich. In seinen Memoiren beruhigt er sich damit, dass Saint-Exupéry nie über Marseille geflogen sein konnte. Aber die Entdeckung des Wracks vor Marseille macht ihm endgültig klar, wer damals sein Gegner war. Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich bestimmt nicht geschossen. Auf diesen Mann nicht. Formidable. Alors, il faut dire que c'est déjà extrêmement fort. Le témoignage de Horst Rippert a été mis en doute, comme la découverte de Jean-Claude Bianco avait été mise en doute. Donc après l'affaire de la fausse gourmette, l'affaire du faux témoignage. Ça nous a incité, évidemment, à poursuivre le travail d'investigation avec les moyens qui étaient disponibles. Et il faut quand même signaler, là je vais te laisser en parler, Luc, les débris qui ont été remontés, que tu as remontés. Le bureau enquête accident défense a étudié les vestiges quand ils ont été remis au musée de l'air et de l'espace, et ils ont fait un certain nombre de découvertes en analysant ces débris. Oui, alors parce que M. Rippert dit que globalement pour lui, il avait noté qu'il rejoint Saint-Exupéry, il avait un avantage d'altitude extraordinaire, Saint-Exupéry volait vers 2500 mètres. C'est ce qu'il note. On a un témoin aussi, Raymond Cantier. Alors que le Lightning était connu, c'était l'avion le plus performant de l'époque, qui justement montait à plus de 10 000 mètres et était particulièrement redouté des chasseurs allemands. Oui, parce que les chasseurs allemands arrivaient à monter à 10 000 mètres, mais pas longtemps et surtout avec une perte de performance énorme. Voilà. Mais grâce au turbocompresseur, le Lightning, lui, avait la suprématie à très haute altitude à ce moment-là. Donc pourquoi 2500 mètres, c'était incroyable. On a plusieurs témoignages, dont celui de Raymond Cantier. On va en parler dans un petit moment, qui aussi dit à basse altitude, cet appareil volait bas, et il est rejoint par un Allemand. Il faut savoir que sur un seul moteur, le Lightning vole très bien, mais plafonne à 2400 mètres. Donc ça correspondrait aux constatations faites par le BEAD sur les vestiges remontés, puisqu'ils ont signalé, ce qui les a surpris, c'est que la turbine chaude, c'est-à-dire celle qui est motrice, qui est propulsée par les gaz d'échappement du turbo, qui normalement est à des températures excessivement élevées, était froide au moment de l'entrée dans l'eau. Il n'y a pas de choc thermique sur l'obage des pales de la turbine qui sont très fines. Et il précise, l'obage du turbocompresseur gauche laisse supposer que le moteur était arrêté. Oui, tout à fait. Donc on peut supposer que cette altitude et sa position sont peut-être liées à une panne du moteur gauche. Et en plus, le louvoiement de l'avion,
c'est-à-dire le fait qu'il s'inclinait à gauche et à droite, c'est parce que l'envergure des ailes du Lightning ne permet pas au pilote de faire une navigation à vue. Donc, pour prendre des repères au sol, il est obligé d'incliner son appareil soit à droite, soit à Oui, et puis gauche. peut-être qu'aussi compensation à fond, l'avion partait un peu, et que comme Syntex n'était pas un grand sportif à cette époque-là, Bah, c'est-à-dire qu'il était surtout couturé de il cicatrices. préférait enchaîner des virages pour aller droit, Ouais. parce que c'était peut-être moins fatigant que de bloquer le manche d'un côté Ouais. et de forcer pour tenir l'appareil. Alors, ça ne répond pas à une question. Qu'est-ce qu'il allait faire du côté de Marseille? Alors, qu'est-ce qu'il allait faire du côté de Marseille? Parce qu'à l'époque, je t'ai posé la question, tu as répondu par une supposition, mais qui, je dois dire, est une supposition partagée. Alors, il y a plusieurs possibilités. La plus sérieuse, je dirais, mais je pense qu'il avait plusieurs raisons d'être là. Hein. Et son décalage vers hier, le matin, après son décollage, est certainement lié à la mission qu'il a à remplir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu déjà 2 missions le matin, plutôt un petit peu avant lui. Un Mosquito de reconnaissance parti d'Angleterre a essayé de faire la même mission et est revenu bredouille à cause de la couverture nuageuse sur la Savoie et la vallée du Rhône. Donc c'est un problème pour faire de la photo à haute altitude. Donc, est-ce que Saint-Exupéry s'est décalé vers hier pour voir les conditions sur la côte, au cas où il ne puisse pas remplir sa première mission, pour en réaliser une autre, ce qu'il a déjà fait plusieurs fois et ce qui était tout à la liberté des pilotes de reconnaissance. Ils étaient maîtres de leur vol une fois sur le territoire ennemi qui était la France occupée. C'est possible, mais il y avait encore un pilote vivant en 2009, puisque je l'ai rencontré en 2009 lors des commémorations justement. C'était Alain Jourdan, qui était le dernier pilote vivant du groupe de chasse de 33, le groupe de reconnaissance pardon, de 33 dans lequel était Syntex, et qui nous a expliqué que à ce moment-là, les Allemands aussi faisaient de la reconnaissance sur la Corse et la Sardaigne pour surveiller les préparatifs du débarquement. Or, les avions de reconnaissance allemands partaient en général d'Orange, n'étaient que partiellement désarmés, contrairement aux appareils américains, et étaient accompagnés en général d'un Focus 190, donc un avion de chasse moderne pour l'époque et très performant, qui lui partait de Cuers. Ils n'étaient pas accolés les uns aux autres. Le chasseur était sur le secteur, prêt à répondre à une alerte des avions de reconnaissance. Et le 31 juillet, on sait que notamment, ils ont fait une mission de reconnaissance sur Ajaccio. Le 30 juillet, pour vous expliquer le danger que ça représentait pour les pilotes français, qui eux étaient en descente pour aller sur la Corse, alors que les Allemands, eux, étaient en montée depuis Ajaccio pour retourner sur le continent. Le 30 juillet 1944, donc la veille de la mort de Saint-Exupéry notamment, le jeune sous-lieutenant Jen Meredith, un pilote de chasse là, américain, fait son arrivée sur la Corse, est en descente sur le Cap Corse, lorsqu'il est attaqué par le sergent Gut, un vieux briscard de la Luftwaffe, qui s'était embusqué sur les hauteurs du Monte Cinto, le plus haut sommet corse, qui avait l'avantage de l'altitude, qui lui a fondu dessus et qui l'a abattu. Et tous les pilotes ont entendu la détresse de Jen Meredith en train de se faire tuer à la radio. Donc, Alain Jourdan, le dernier pilote survivant du groupe de reconnaissance de 33, nous dit « C'était un danger terrible parce que notre route retour standard, en général sur ces missions, était parallèle à celle des Allemands, mais inverse. C'est-à-dire que s'ils nous tombaient dessus de haut, pendant que nous, on était en descente et au ralenti. Donc, gros passer danger. par Marseille, c'était plus logique Donc, il pour disait, se mettre à l'abri de à cette ce genre de époque-là, surprise. on essayait de faire la descente plutôt vers la fin de la vallée du Rhône
en se cachant, partir plein sud, donc jusqu'à être travers ouest de la Corse, et faire une route plein est pour rejoindre la Corse. Parce qu'à ce moment-là, il ne faisait que couper la route des Allemands et pas être parallèle à la route des Allemands, ce qui faisait durer le danger. Quoi. Voilà. Donc c'est peut-être tout simplement pour ça que la Croix-Rouge signifie que Saint-Exupéry rentrera par le département des Bouches-du-Rhône, alors qu'a priori, il n'avait pas de mission photo à y réaliser. Et ça, c'est Après, il y a la personnalité de Saint-Exupéry qui est peut-être à prendre en compte. Il avait dû interrompre une mission sur Marseille. Sur Marseille. Il était furieux de ne pas avoir fait il n'avait pas fait Toulon, voilà. Alors que il est le seul pilote de reconnaissance à avoir fait le port de Gênes avec une panne de moteur, donc à basse altitude, et avoir fait une couverture photo absolument exceptionnelle de toute la flotte allemande et italienne cantonnée à Gênes, des renseignements d'une importance colossale, mais qui ont, quand les Américains ont développé les images, ils ont appelé Gavoil en lui demandant de ne plus le laisser piloter parce qu'il a pris des risques insensés. Survoler le port de Gênes avec un avion américain à basse altitude à ce moment-là, c'était avec une panne de moteur en plus, hein, il n'était que sur un moteur, était complètement fou. Et il était question, ça c'est pour le côté romantique de l'histoire, il était question qu'il soit interdit de vol, non pas pour des raisons de sécurité, mais tout simplement de confidentialité. De confidentialité, parce que pour ces missions, il était forcément au courant de détails concernant le futur débarquement en Provence et que les Alliés ne voulaient pas qu'un pilote prisonnier des Allemands puisse donner des indications. Deux pilotes de son groupe avaient déjà été interdits de vol simplement par rapport aux cibles de leur mission. Voilà. Et donc, pour terminer là-dessus, il a raté quand même une mission sur Marseille, et il n'est pas impossible qu'il ait voulu refaire le coup de Gênes. Oui, surtout qu'on suppose qu'il est passé à Toulon, parce qu'un artilleur, on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas l'heure notamment, mais ça semble correspondre parce qu'il parle d'un bimoteur avec un vol pendulaire, c'est-à-dire qui fait un mouvement de pendule. Or, un avion louvoyant, vu de derrière, a un aspect pendulaire. Voilà. Mais est-ce que, avec un moteur en panne, tu décides de finir la mission que tu n'as pas finie? Bon, voilà, là on est dans les hypothèses. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que il y a eu d'autres expertises, et notamment une simulation informatique du crash sur la base donc, de l'état des pièces que vous avez remontées, qui confirme que l'avion aurait percuté la mer à l'issue d'un piqué à grande vitesse, ce qui correspond aux explications donc, de Rippert. Et alors, je cherche la date exacte, mais nos confrères de la Provence, après la publication du livre, le 31 juillet 2009, donc c'était un anniversaire, évidemment. Là, c'était les commémorations marseillaises. Voilà, et ils avaient donné la parole à Raymond Cantier, qui avait 22 ans en 1944, et qui raconte dans la Provence du 31 juillet 2009 un combat aérien auquel il a assisté le 31 juillet 1944 à Marseille, et son témoignage, effectivement, fait écho à celui de Rippert. D'abord, sur l'origine du témoignage, on a vérifié que Raymond Cantier faisait bien partie d'un petit groupe de résistance qui s'appelait Jeune République, qui était dirigé par un certain René Monoury à l'époque, et qu'il distribuait des tracts, et ils avaient un poste radio caché rue de la République, et ils étaient coincés ce jour-là près de Marseille-Vert, il donne quand même beaucoup de détails, à cause des soldats allemands qui étaient dans une casemate. On se planquait lorsque, je termine le témoignage, lorsque j'ai vu un avion allié pris en chasse par un Allemand. Il venait de l'Est et volait tous les deux à basse altitude. J'ai dit à un de mes amis, il ne va pas s'en sortir.
Les batteries du Frioul n'ont pas tiré dessus. Les deux avions se suivaient d'assez près. L'Allemand a tiré. L'avion est tombé en mer. C'était le milieu de la journée. Ouais. Voilà. Donc, On a effectivement plusieurs témoignages qui correspondent très très bien à la description du combat de M. Rippert. la suite, c'est dans le bouquin. La fuite est dans le bouquin, voilà. On a exhumé un document dans des conditions encore assez acrobatiques. Ah oui, ça, tu fais allusion à un document, un chapitre, un mini-chapitre supplémentaire qu'on a voulu publier à l'occasion de la publication poche de notre livre de 2008 ou 2009, je ne sais plus, parce que un certain nombre, je vais te laisser l'expliquer. Alors oui, ce tableau statistique ces tableaux statistiques sont connus des historiens allemands qui les ont copiés. Ils étaient à l'est jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89, si ma mémoire est bonne, oui c'est ça, 89. Et quand ils sont arrivés en Allemagne, ils ont été tout de suite beaucoup lus, beaucoup copiés, beaucoup manipulés. Or, il s'agit de microfilms très fragiles qui sont érodés à chaque fois qu'on les visionne. Donc, on connaissait l'existence de ces microfilms à l'époque de la première publication. Tout à fait. Mais on ne savait pas. Le 31 juillet 1940, enfin, quand on s'y intéresse, la page est quasiment illisible. Voilà. Donc, on n'a pas les informations. Et à ce moment-là, j'ai une idée. Je dis à Lino, essaye de voir, puisque les Allemands sont organisés, on le sait, vous devez avoir une liste des gens qui ont consulté ou copié ce document. Et je lui dis, il faut essayer de retrouver le premier historien qui a copié, qui a la première copie de ce document. Lino le retrouve et lui demande, et voilà sa copie, qui est parfaitement lisible, puisqu'au moment où lui a fait la copie, le document n'était pas encore tellement abîmé. Et donc, c'est un document qui va citer type d'appareil par type d'appareil, c'est ici, hein, là-haut. Donc on voit ici Lightning, avec W et S, front ouest, front sud. Et pour le 31 juillet 1944, on trouve 3 Lightning abattus sur la zone ouest, on va dire, hein, qui est plutôt Atlantique et nord de la France, ce qui est conforme aux pertes américaines, et un au sud. Or, ce jour-là, il y a bien 4 Lightning qui ont disparu, mais le seul qui a disparu en Méditerranée, hein, le S c'est pour la Méditerranée,